Salut Patrice. Salut Patrice, est-ce que tu m'entends? Ok, bon, bah, écoute, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence, pour ce webinaire consacré sur comment suivre l'état de vos machines en continu, donc avec notre partenaire SDT, avec la présence donc, de Benoît de Grève, de Patrice Danpont et de Chiara qui représente la société SDT. Juste donc, pour vous présenter en quelques mots Distram, et puis Benoît prendra la suite de la présentation. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous sommes fabricants et distributeurs d'appareils de mesure depuis plus de 40 ans. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est mesure test et physique, électronique et électrique. Donc, plus de 40 ans d'expérience avec plus de 65 employés, avec une partie ingénieurs technicaux sur toute la région. Nous travaillons avec nos plus grands, avec les plus grands partenaires dans le domaine de la mesure, dont SDT, et avec plus de 10 000 références produits. On est bien sûr, on travaille aussi on a aussi un laboratoire de métrologie. Notre activité, on ne fait pas que de la vente, on a aussi une partie formation, réparation, tout ce qui est location et gestion de parc, avec différents domaines différents domaines dans la mesure, aussi bien tout ce qui est mesure de test en courant fort et courant faible. Donc, ça va du simple multimètre, de la caméra thermique, tout ce qui est testeur de réseau, énergimètre, et bien sûr de l'analyse ultrasons et vibrations. Donc, on peut passer au slide suivant. Voilà, donc vous retrouvez en fait nos différents partenaires et les domaines d'activité qui sont multiples et variés dans le domaine de la mesure. Voilà, donc notre siège social est basé à Troyes, en Champagne-Ardenne, et puis donc nous avons 2 agences, une sur Marseille, dont je dépends, et puis en région parisienne, et puis des antennes commerciales un peu partout en France. Voilà, donc Benoît, je te laisse, Je te remercie. la suite. Par contre, alors, ouais, pour Monsieur Baloche, si vous n'avez plus de son, peut-être vous pouvez essayer de... Des fois, ça fonctionne, vous déconnectez, puis vous reconnectez. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok, je te remercie Marc pour cette introduction. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une solution que SDT propose ici depuis plusieurs semaines qui s'appelle le Vigilant. Le Vigilant qui fonctionne en parallèle avec une gamme de capteurs que l'on appelle Common Sense. Pourquoi Common? Parce que c'est du Condition Monitoring. Sense pour la partie sensible. Et ici, on va s'attaquer plutôt à du Condition Monitoring, mais en ultrasons. Le programme de cette présentation qui durera à peu près 45 minutes pour avoir 15 minutes de battement sur lequel on pourra échanger questions-réponses sera comme suit. Donc, quelques mots sur la société pour que vous sachiez un petit peu qui on est, ce qu'on fait depuis combien de temps. Je vais ensuite vous présenter l'application, enfin plutôt la solution Vigilant, donc qui se décline en 2 solutions, permanent et mobile. Donc permanent, on l'installe dans une armoire, on tire des câbles, on met des capteurs et c'est fini. Et une mobile plutôt pour des mesures temporaires, comme par exemple dans des éoliennes. Lorsqu'on a des suspicions de défaillance sur une éolienne, on peut venir avec un vigilant permanent dans une boîte mobile, on le branche au secteur et on peut prendre des mesures pendant plusieurs jours, semaines, voire mois. Puis on déconnecte tout et on peut le déplacer, le mettre sur une autre éolienne. Quelques mots sur les capteurs, les câbles, et puis finalement quelques prix, quelques notions de prix pour vous donner un peu une idée de ce que coûte cette solution. Et puis après, on passera sur un tour rapide de la solution. Donc je me connecterai sur mon Vigilant ici qui est connecté à des bancs de démonstration et sur lequel on pourra un petit peu jouer. Alors, quelques mots sur la société SDT. Donc, on est des fabricants belges depuis 1975, fabricants belges d'appareils de mesure à ultrasons. On est actif dans 64 pays via un réseau de partenaires d'à peu près 300 collaborateurs. On a
une maison mère également au Canada, en Inde et à Milan. Alors, la mission d'SDT, c'est d'offrir des solutions simples au service maintenance pour réduire les consommations énergétiques. Ça, c'est un sujet sur lequel on ne va pas parler aujourd'hui, mais l'ultrason est bien souvent plus connu pour faire de la détection de fuite, par exemple, que pour faire du condition monitoring, donc du suivi de roulement. Donc, nos solutions sont là pour réduire les consommations énergétiques tout en prolongeant la durée de vie des installations. Et là, c'est typiquement le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui en faisant du suivi ultrasonore de machines. Alors, SDT, on est représenté à peu près partout dans le monde. On a des références riches et variées. Restons humbles. C'est certainement pas parce qu'on est les meilleurs, mais c'est parce que la technologie est fabuleuse et que l'on peut travailler sur beaucoup d'applications différentes avec le même capteur. Introduction sur la solution Vigilant. Finalement, qu'est-ce que le Vigilant? Avant de parler de ce qu'est le Vigilant, je vais vous rappeler qu'on mesure ici de l'ultrason. Alors, pourquoi mesurer le paramètre physique ultrasonore d'une machine? Mais pour la raison suivante, si on en croit la courbe des IPF, que vous devez tous connaître, qui reprend en fait le cycle de vie complet d'une machine, à partir du moment où cette machine est designée par un ingénieur, mise en fabrication et puis installée sur un site, jusqu'au moment où on va tomber dans un mode de défaillance précoce, on retrouve ici le paramètre ultrasonore. Donc, le stade de défaillance précoce sur une machine tournante va être une réduction du film de graisse ou d'huile qui va se traduire par une élévation de la friction. Le phénomène de friction comme ceci génère un ultrason et donc monitorer une machine en ultrason permettra de voir une défaillance précoce très longtemps à l'avance et de pouvoir ici, entre I et P, appliquer ce qu'on appelle de la maintenance proactive en corrigeant le problème en venant rajouter de l'huile ou de la graisse. Passé P, on tombe dans une défaillance précoce que l'on ne pourra plus corriger, mais que l'on va pouvoir suivre de très près pour essayer bien évidemment d'éviter d'arriver à F, qui est la casse et l'arrêt de production. Donc, passer le F, on va être vraiment dans de la maintenance corrective. Et l'idée, c'est vraiment d'être en amont pour avoir un temps de réponse le plus long possible. Et vous voyez qu'après, on retrouve de la vibration, du son audible et de la température. On va également trouver de l'ultrason ici, sur toute cette plage. Donc d'abord, j'ai une élévation de la friction. Ensuite, j'ai une défaillance précoce qui va générer des impacts ultrasonores qui, à terme, vont générer une vibration, puis du son audible, puis de la chaleur, et puis ça casse. Donc, travailler en ultrason vous assurera de voir des défauts arriver très longtemps à l'avance et d'appliquer une bonne stratégie de maintenance. Dans cette vidéo, donc, je vous parle de friction. Dans cette vidéo, qui est plutôt une démonstration scientifique. Vous voyez ici, j'ai un capteur qui est posé sur le bâti d'un radiateur. Et je vais venir exercer une friction sur le radiateur que le capteur va mesurer et puis analyser. Cette vidéo permet juste de mettre en lumière le niveau de sensibilité de l'ultrason à ce type de phénomène. Car bien souvent, on ne connaît que la vibration pour faire du suivi de machine. Voilà, et ici on a un signal dynamique qui nous permet d'observer sur une durée de 5 secondes ce qui s'est passé. La démonstration que vous voyez ici, live, type scientifique, a été réalisée avec un collecteur de données portable. Donc ça fonctionne en parallèle avec un vigilant. On n'a pas toujours la possibilité d'instrumenter des machines online. On va plutôt se concentrer sur celles qui ont une forte criticité. Pour les autres, on va plutôt utiliser un collecteur portable. Donc comme vous le voyez ici, l'ultrason est très très sensible au phénomène de friction. À l'inverse, si j'avais placé ici plutôt un accéléromètre, l'accéléromètre n'aurait pas réagi à ce phénomène, car l'accéléromètre recherche une vibration physique sur une machine et pas des phénomènes de friction. Autre exemple ici, donc l'ultrason est très sensible aux impacts. Vous allez voir ici, je vais poser des micro-impacts. Ces micro-impacts, ce sont les inversions de rotation de l'engrenage de la montre. Et vous verrez que pour l'ultrason, c'est un jeu d'enfant de 1, le détecter, de 2, le mesurer.
Alors, le son qu'on entend ici, c'est ce qu'on appelle un principe d'hétérodynage, c'est-à-dire que l'appareil va convertir l'ultrason inaudible à l'oreille dans une enceinte Bluetooth. C'est pour ça qu'on entend du bruit. Et là, je passe de nouveau en signal temporel. Je vois bien les inversions de rotation de mon engrenage. Et puis finalement, au besoin, si je veux faire une analyse plus poussée, je peux faire une FFT. Et en connaissance des paramètres de ma machine, je peux calculer une fréquence de défaut. Dernier phénomène qui génère des ultrasons, c'est de la turbulence. Dans ce cas-ci, ça va être une turbulence interne sur une vanne sur laquelle je vais m'amuser de changer les positions de la vanne, ouverte, fermée. Et vous allez voir que de nouveau pour l'ultrason, c'est vraiment très simple de détecter ce type de phénomène. Vanne ouverte, je déclenche une mesure, je referme ma vanne durant la mesure, et je peux l'observer ensuite dans mon signal dynamique. Tout ou rien. Encore un phénomène ultrasonore que l'on peut mesurer, suivre et analyser. Dernier phénomène qui génère beaucoup d'ultrasons, ce sont tous les défauts électriques que l'on va classer dans la catégorie capacitif. Donc il y a des défauts électriques qui génèrent des effets Joule, ce sont des défauts résistifs. Donc là, on va utiliser la caméra thermique pour détecter des échauffements, mais il y a tout un tas de défauts qui ne génèrent pas d'effet Joule, comme l'effet couronne, le cheminement de courant et l'arc électrique, où là, en ultrason, à nouveau, on a une belle carte à jouer, car ça génère beaucoup de signaux ultrasonores que l'on pourra détecter, mesurer et analyser avec le vigilant. Donc, pour faire du suivi de machine, on a deux solutions, soit un collecteur portable, pour lequel on va déplacer le capteur, pour des machines qui sont peut-être un petit peu moins critiques ou faciles d'accès. Et puis, j'ai des machines à haute criticité, peut-être difficiles d'accès, sur lesquelles je vais placer des capteurs online, tirer un câble et le raccorder à mon vigilant ici pour avoir une surveillance en continu. Alors, finalement, c'est quoi le vigilant? Donc, je vais vous présenter ici quelques petites spécifications et les options qu'on peut avoir dessus. Donc, le vigilant, c'est une solution autonome, personnalisable et abordable, de par son prix, qui combine la polyvalence des ultrasons et de l'analyse vibratoire, et bien d'autres, vous le verrez après. Donc, j'ai des entrées dynamiques et des entrées statiques ici à l'avant, pour faire aussi, par exemple, de la vitesse de rotation ou encore de la température. Alors, pourquoi le vigilant? Pourquoi est-ce une solution autonome? Simplement parce que le vigilant permet de surveiller les équipements jugés critiques pour la production par le département fiabilité et qui va permettre d'alerter en temps réel le personnel lorsqu'il y a une suspicion de défaillance ou un changement d'état. Il détectera et informera le personnel de maintenance grâce aux alarmes que vous allez paramétrer dedans. C'est également une solution autonome, et ça c'est très important de bien le comprendre, car le vigilant embarque, si vous voulez, un logiciel qui tourne sur la plateforme et qui est accessible via un navigateur web, soit par une connexion Ethernet, soit via le Wi-Fi, soit via une carte SIM, donc en 3G ou 4G. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à bien comprendre, c'est la facilité d'utilisation. Je l'ai dit dans la mission de SDT, donc on essaie de proposer des solutions simples, et de nos jours, la manière la plus simple de proposer une solution, c'est de ne pas devoir installer de logiciel pour éviter tout ce qui est problème IT, compatibilité et autres. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est se connecter à distance sur le vigilant. Et le vigilant, en fait, est une boîte noire sur laquelle tourne un logiciel, c'est un micro-PC, et donc on y a accès directement. Pas d'installation nécessaire. Donc ce logiciel de gestion de données embarquées est accessible via Ethernet, Wi-Fi ou téléphone. Il y a une mémoire interne de 4 Go sur une carte SD. Et de là, vous vous connectez, vous consultez toutes les données qui vous intéressent. Cette solution autonome permet l'utilisation de différents widgets connectés à chaque capteur et à voie de mesure. Ces widgets sont des courbes de tendance, des analyses de spectre ou des analyses de signaux temporels. On peut également faire de la démodulation.
de la représentation spectre cascade, comme ce qu'on voit ici, mais qui est plat, vu qu'apparemment, il n'a pas encore pris de mesure. Et des analyses temporelles longues, ça c'est très pratique lorsqu'on a des machines de très faible vitesse. Mais plus la vitesse est lente, plus le temps d'acquisition doit être long. Et ici, on peut faire des mesures jusqu'à plusieurs minutes, ce qui est très pratique. Alors, ces différents widgets, vous les voyez ici. Ça, c'est ce qu'on appelle Mimic. Donc, ça permet de mettre une représentation graphique de la machine et de placer aux endroits souhaités les points de mesure pour avoir un suivi plutôt visuel. Ici, c'est une mesure temporelle. Ici, c'est la matrix. Donc, ça veut dire que quand on a une cinématique machine, par exemple, comme celle-ci, on voit que j'ai plusieurs points connectés dessus. Mais je peux soit les voir visuellement ici représentés sur la machine, soit au travers d'un tableau avec des codes couleurs qui vont me dire quand je suis en alarme ou non. Ici, c'est ma représentation de spectres en cascade. En gros, c'est un historique pour voir superposer différents spectres au cours du temps et de voir si j'ai une évolution dans les mesures spectrales. Et ici, j'ai finalement une mesure type courbe de tendance qui va me permettre de suivre l'évolution d'un signal. Et c'est une tendance aussi bien en température qu'en ultrasons, qu'en vibration, qu'en vitesse de rotation. Ça, c'est à vous de décider. Finalement, ici, la bonne vieille FFT qui va me permettre de faire une analyse un tout petit peu plus poussée de ma machine. Alors, cette solution est totalement personnalisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un canevas à suivre, il n'y a pas un seul template. La seule limite, c'est votre créativité. Donc, vous avez ici une option qui vous permet d'éditer le layout et vous pouvez créer autant de layouts que vous le souhaitez. Si par exemple vous dites, ben voilà, moi sur cette machine, je veux avoir une vue uniquement sur les mesures vibratoires et avoir un autre onglet uniquement sur les mesures ultrasonores, ben vous créez deux onglets. Si vous dites non, finalement je veux un onglet où je vais mélanger tous les paramètres de cette machine au sein d'un même endroit, uniquement dans un tableau comme celui-ci, vous pouvez créer un onglet uniquement avec un tableau. La seule limite, c'est votre créativité. Alors ici, d'autres types d'exemples, où on voit ici par exemple 4 mesures ultrasonores sur ma machine ici. 1, 2, 3 et 4. Et je retrouve ici en haut à gauche simplement une jauge d'état. Ensuite, le dynamique qui est associé. Et idem pour toutes les valeurs de mesure. Avec finalement ici une courbe de tendance qui va reprendre toutes les mesures réalisées sur cette machine. Il y a plein d'exemples différents. Je ne vais pas tous les passer en vue. On fera un petit exercice pratique juste après. Donc, je vois que ça fait 16 minutes que ça a commencé. Donc, d'ici 14 minutes, on fera un exercice pratique. Et ça vous permettra de le voir, de voir tout ça par vous-même. Important aussi, il est possible d'aller questionner le vigilant à distance via un protocole de communication Modbus TCP. Comme vous le voyez ici, là, ça c'est ce qu'un de nos clients a mis en place. Donc, il n'a rien contre l'interface graphique du vigilant, mais il préfère récupérer les informations brutes dans son propre logiciel de gestion de données via le protocole de mesure Modbus. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Il va questionner le vigilant et il a demandé dans ce cas-ci de récupérer à chaque fois les FFT associés pour suivre ces machines dans son propre logiciel. Alors, le boîtier vigilant, c'est assez petit. Donc, vous voyez, ça fait 120 cm par 10 cm par 27. Ça pèse 440 grammes. Et tout ce qu'il lui faut, c'est une alimentation simple. Hein. On le connecte via une prise classique dans un secteur et il fonctionne. Voici les deux déclinaisons du vigilant. Donc, soit un vigilant permanent dans une armoire câblée. Alors, l'armoire, soit vous en avez une chez vous, vous avez un rack et vous le rajoutez dedans, vous tirez les câbles, soit via une armoire que l'on peut vous fournir de différents types. Ça, c'est pour le vigilant, donc pour des solutions dans un environnement déjà existant, soit un vigilant mobile, mobility case. Donc, comme vous voyez, il est transportable. Tout ce que j'ai besoin, ce sont mes capteurs sur base aimantée, mes câbles, et une prise secteur où je peux brancher mon vigilant. Donc ça, c'est plutôt pour faire du
diagnostic ou du suivi de machine plutôt sur un moyen terme. Si on a des suspicions de comportements anormaux, par exemple, j'ai 3 machines et je vais me dire de manière économique, plutôt que d'instrumenter mes 3 machines qui travaillent en parallèle, je vais par exemple faire une semaine machine 1, une semaine machine 2, une semaine machine 3 et peut-être recommencer ou arrêter pour essayer de déceler un comportement anormal. Alors ici, c'est bleu sur bleu, ce n'est pas l'idéal, mais voilà la cinématique complète. Donc, je peux avoir des entrées sur mon vigilant, soit statiques, avec de la température, de la vitesse de rotation, des informations liées au processus, du courant moteur ou de l'analyse d'huile. Donc, ça rentre ici. J'ai bien sûr ici une sortie Modbus TCP/OPC ou alors Wi-Fi cellulaire Ethernet à partir duquel je peux me connecter et récupérer mes informations via un navigateur web. À l'arrière de mon vigilant, j'ai mes 8 entrées dynamiques sur lesquelles je peux faire de la vibration ou de l'ultrason. Et quelles sont les applications que je peux couvrir avec cette solution? C'est soit du suivi de lubrification, de l'inspection mécanique, électrique, du contrôle de purgeur vapeur ou du contrôle d'étanchéité de vanne. À nouveau, la cinématique complète, vue éclatée, donc entrée statique et dynamique, ultrason, vibration, température, vitesse de rotation, process, courant moteur, analyse d'huile. S'il y a bien une chose sur laquelle j'insiste beaucoup durant cette présentation et une chose qu'il faut vraiment bien retenir, c'est qu'il n'y a pas d'installation de logiciel. Le logiciel tourne sur le vigilant. Tout ce qu'il vous faut, c'est une connexion au vigilant via Wi-Fi, Ethernet ou 3G avec une carte SIM. Alors, permanent transportable. Quelles sont les caractéristiques du vigilant permanent? 8 entrées dynamiques à l'arrière, 4 entrées statiques ici à l'avant. On peut faire du spectre et du temporel, de la démodulation. Il y a une mise à jour logiciel firmware hors ligne. S'il n'est pas connecté à Internet, je peux le faire ici via une clé USB. Donc ça veut dire que ce n'est pas une solution figée, elle va pouvoir évoluer dans le temps. Je peux faire du Modbus, de l'OPC, représentation spectre en cascade et analyse temporelle long. Le prix moyen de cette solution, logiciel inclus, pour 8 voies de mesure, capteur, boîtier, logiciel, on est à peu près à 1 300 €, ce qui est très, très, très attractif et très bon marché. On peut avoir 3 options sur ce vigilant permanent. Un switch et double connecteur Ethernet, un modem Wi-Fi ou 4G et une armoire. Donc ça, il faut nous questionner à l'avance, mais on peut également vous proposer différentes armoires avec des indices IP différents. Le système portable ou mobile, ça dépend comment on l'appelle, est un petit peu plus cher, simplement parce qu'il intègre par défaut le modem Wi-Fi 4G. Donc ici, si on veut, c'est un appareil full option. On est à peu près à 1 650 € la voie de mesure. Et de nouveau, j'insiste sur le logiciel inclus. Et il n'y a pas de notion de licence logicielle avec des fees mensuels, voire annuels. On l'achète une fois, tout est dedans et on l'utilise instantanément. Alors, quels sont les capteurs que l'on va poser sur ce vigilant, qu'on va pouvoir connecter dessus? Alors, en ultrason, il y a 3 types. Il y a soit des common sense de contact. Donc, vous voyez ici, j'ai c'est un capteur de contact à visser, et je peux le viser soit sur un aimant, soit sur une embase à coller sur la machine, soit sur un taraudage que j'aurais fait directement sur ma machine. Ça, c'est pour des applications plutôt mécaniques, telles que le suivi de graissage, le contrôle de roulement, l'inspection de purgeur vapeur ou encore le contrôle de vanne. Les 2 capteurs que vous voyez ici sont aériens. Celui-ci, on le voit encore un petit peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai une grille parce qu'il est complètement ouvert. Et celui-là, je vais plutôt l'utiliser pour une application type aérienne où je vais venir détecter des ultrasons dans l'air, tels que l'inspection
électrique, où là, je vais venir déceler des effets couronnes, du cheminement de courant ou des arcs électriques, là où l'ultrason va se propager dans l'air. Alors, ces deux capteurs sont aériens, mais vous voyez que l'indice IP est différent. Celui-ci, il est aérien fermé, donc il a un meilleur indice IP, et celui-ci est un aérien totalement ouvert, donc un petit peu plus sensible, mais moins résistant à l'humidité. Vous voyez, j'en ai un IP40, c'est celui-ci, et un IP65, c'est celui-là. Je l'installe ici sur un bâti, je le mets par exemple dans une armoire électrique, je ferme tout, et c'est parti. Toutes ces spécifications, je ne vais pas les passer avec vous en revue, mais elles sont disponibles sur notre site internet dans les datasheets, dans l'onglet téléchargement. Finalement ici, donc, comme je vous l'ai dit, mon capteur à visser pour des applications plutôt mécaniques. Comme vous le voyez ici, celui-ci est vissé sur une embase à coller. Donc ça, c'est très bien parce que le couplage est parfait à la machine. J'ai beaucoup moins de risques d'avoir un collet qui, par exemple, si j'ai une embase magnétique, qui vienne déplacer le capteur et qui pourrait peut-être changer le point de mesure ou créer des parasites. Une fois que c'est vissé, ça ne bouge plus. C'est vraiment plus pratique. Bon, des câbles, évidemment, ça existe en différentes tailles. Je crois qu'on peut aller de mémoire, si je ne me trompe pas, jusqu'à 20 mètres maximum, après quoi on peut avoir des pertes de signal. Alors, s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de chat, mais pour éviter ici de couper la présentation, je vais continuer et on y reviendra après, à la fin de la présentation, durant 15 minutes. Je vais maintenant passer ici sur une présentation live du Vigilant. Pour ce faire, j'ouvre un navigateur web. Ce que je vais faire, je vais également changer de webcam. Voilà. Alors, ce que vous voyez maintenant à la webcam, c'est mon banc démo, qui est vraiment très petit et très léger. C'est fait exprès. C'est pour mettre de nouveau en avant le niveau de sensibilité de l'ultrason, aussi bien à la friction qu'aux impacts précoces. Donc, vous voyez ici, j'ai un moteur de modélisme qui fait tourner une roue sur laquelle j'ai un roulement avec un défaut. J'ai ensuite ici un accéléromètre classique et là ici un capteur ultrasonore qui est connecté de côté. Alors ici je suis connecté à mon Vigilant en Wi-Fi. Donc, vous le voyez ici, j'ai mon Wi-Fi, je suis connecté dessus et puis j'ai qu'à faire ça et je suis dessus. D'ailleurs, si vous le désirez, je peux vous donner un accès invité à mon Vigilant ici, de démo, sur lequel vous pourrez vous connecter à distance ici et voir par vous-même un petit peu, après la présentation, les widgets et jouer un petit peu avec. Je peux également, comme je vous l'avais dit, m'y connecter en 4G. Donc, vous voyez ici, c'est un serveur 4G avec l'identifiant de mon Vigilant. Et je peux également m'y connecter par ce biais-là. On verrait que les écrans sont exactement les mêmes, mais en 4G, c'est un tout petit peu plus lent. Donc ici, pour la démonstration, si on veut, ou pour parcourir la solution, je vais plutôt le faire en Wi-Fi, vu que c'est un tout petit peu plus réactif. Voilà, donc là, je suis en Wi-Fi. Donc, première chose que vous voyez ici, c'est un dashboard. Ce dashboard, c'est moi qui l'ai créé. On l'a vu tout à l'heure durant la présentation. Et dans ce dashboard, j'avais simplement décidé d'avoir la cinématique de ma machine au milieu, un tableau de mesure avec toutes les valeurs de mesure que j'ai décidé de suivre sur cette machine. Ici, j'ai une courbe de tendance qui va superposer les 4 points de mesure. Et puis finalement, j'ai le signal dynamique associé à chaque point de mesure. Alors si je mets play ici, je vais pouvoir avoir un live. Donc mon Vigilant va questionner en live les 4 capteurs et m'afficher ici les signaux temporels de ma machine ainsi que les valeurs de mesure. Je vais passer ici sur ultrason versus vibration, comme ça vous voyez ici un nouveau dashboard que j'avais créé. Alors je retrouve ici sur la partie de gauche les mesures ultrasonores.
Et je retrouve ici sur la partie de droite les mesures vibratoires. Alors vous allez voir ici que ça risque de chuter, simplement parce que comme vous le voyez, sur ma webcam, le banc ne tourne pas encore. Je vais maintenant le démarrer. Voilà, c'est parti. Et je vais mettre play. Alors, en mettant play ici, ça active tous les widgets. Et ici, vous voyez, sur ma mesure ultrasonore, j'ai certains chocs qui commencent déjà à apparaître, simplement parce que mon roulement est défectueux. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que ça montre deux choses. D'abord, premièrement, la simplicité d'utilisation de ce vigilant, mais également pour vous montrer le niveau de sensibilité de l'ultrason aux micro-impacts comparé à la vibration. Donc, vous voyez ici mon spectre vibratoire, enfin ma mesure temporelle vibratoire ne me montre aucun défaut. Quand ici, en ultrason, on voit clairement que j'ai des chocs répétitifs qui apparaissent. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas du fake, ici, si je viens maintenant faire plutôt du choc sur la table, ici, vous allez voir que le spectre temporel vibratoire réagit à ça, parce que c'est plutôt de la basse fréquence. Vous voyez ici. Par contre, l'ultrason ne réagit pas tellement à ce type de phénomène. Par contre, ici, si en ultrason, je viens faire du frottement sur mon capteur, vous allez voir que le signal augmente très fort. Par contre, en vibration, ça ne bouge pas du tout. Pas du tout, du tout. Je vais remettre play. Voilà. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que les deux technologies sont super complémentaires. Il y a des défauts que je ne trouverai jamais en ultrason. Tous les problèmes de basse fréquence, bas lourd, lignage et autres, je ne les trouverai jamais en ultrason. Par contre, tous les phénomènes d'impact et de friction, là, l'accéléromètre ne réagira jamais. Vous voyez ici, j'essaye d'exciter mon accéléromètre, il ne bouge pas. Par contre, ici, mon ultrason, lui, est très sensible à cela. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de vos côtés de voir des défauts précoces sur une machine, je vous recommande vivement de faire les deux. Alors ici, on voit que j'ai mon spectre FFT qui est généré depuis mon signal temporel ici au-dessus. Même chose ici via mon signal temporel au-dessus en vibration. J'ai une courbe de tendance ici que je peux agrandir. Et on voit que j'ai un historique depuis mai. Donc depuis mai, mon vigilant sur mon bureau, je ne l'ai pas éteint. Et ce qui peut être vachement intéressant aussi, donc je vais revenir par exemple là, c'est la possibilité de pouvoir synchroniser voilà, mon petit banc démo ici, c'est de pouvoir synchroniser toutes les mesures entre elles via une courbe de tendance. Donc vous voyez ici par exemple, j'ai une courbe de tendance, je vais aller je vais demander ici à mon vigilant de synchroniser toutes les mesures, et je prends des points au hasard sur ma courbe de tendance, et vous voyez qu'il va aller les charger pour me montrer à un instant T, bien précis, exactement tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et pourquoi éventuellement j'ai une élévation d'un signal. Alors, une application qui est un petit peu moins connue dans le condition monitoring, c'est bien sûr la détection et la surveillance de décharges partielles. Mais vous voyez ici, j'ai également, où il est juste là. Donc vous voyez là, j'ai un banc électrique sur lequel j'ai un défaut, un effet couronne. Et là ici, j'ai un capteur qui est, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, aérien, donc sensible aux ultrasons d'envers. Et je vais ici le poser, mettre play sur les widgets. Et vous allez voir ici, je vais me rapprocher de mon banc électrique. Voilà, je me rapproche de mon banc électrique et instantanément, vous voyez que
mon capteur détecte des signaux que je peux mesurer et bien sûr analyser via la FFT qui est juste à droite. Alors si je le mets ici à côté ou si je mets mon doigt devant, vous allez voir que les mesures vont redescendre, voilà, comme ceci. Et alors ici, ce qui est génial, c'est que pour gagner du temps, sur ma FFT, j'ai appliqué, vous voyez ici, une analyse de spectre automatique qui m'aide en fait à déceler rapidement mon effet couronne. Donc un effet couronne se caractérise par plusieurs harmoniques à 50 Hz. Je vais le remettre ici. Voilà. Donc plusieurs harmoniques à 50 Hz et vous voyez que j'ai superposé ces harmoniques ici sur mon spectre et donc instantanément je sais que j'ai un défaut au moins d'effet couronne. Je ne vais pas rentrer dans une analyse plus poussée, mais je sais ici en voyant les pieds de spectre que j'ai également un signal qui est non périodique et donc généralement caractéristique d'un effet de cheminement de courant. Alors créons ensemble pour le fun un petit dashboard. Hop, c'est pas ici. Voilà, on va l'appeler webinar Distram. OK. Et je vais maintenant éditer mon dashboard. Alors, vous voyez que pour l'éditer, c'est assez simple. Je coupe mes écrans en deux de la manière dont j'ai envie, comme ceci, par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Je le fais un petit peu au hasard. Voilà, et donc vous voyez maintenant que j'ai la possibilité de mettre 6 widgets. Pour ajouter un widget, je clique et puis je vais choisir ici ce que j'ai envie de visualiser à cet endroit-là. Pourquoi pas une image? Dans ce cas-ci, je vais aller rechercher l'image de mon moteur électrique, en démo, et la voici. Je peux choisir la taille, je peux choisir l'endroit, je peux la déplacer, enfin, je suis vraiment libre de faire ce que j'ai envie. Ici, par exemple, pourquoi pas mettre la grille de paramètres. Voilà, comme ça je peux observer toutes les valeurs de mesure que je suis sur ce moteur. Donc vous voyez qu'il y a 3 points, ultrason, vibration et vibration aussi, X et Y. Ensuite ici, pourquoi pas se dire, ben tiens, je vais mettre mes 2 signaux temporels de vibration. Et pourquoi pas à côté, tiens, soyons fous, on va également rajouter les spectres. Voilà, le spectre associé au signal temporel. Donc de nouveau, je clique ici, signal temporel, on va prendre le X, et ici la FFT qui est associée. Voilà, et ici, Y. Et de nouveau, la FFT associée. Et cette fois-ci, je vais la mettre en orange pour m'aider à ne pas me mélanger les pinceaux. C'est la même chose, je vais le mettre en orange. Et voilà. Alors ici, comme je suis un grand fan de l'ultrason, je vais mettre un signal ultrasonore. Voilà ici, ultrason. Et ici en dessous, je ne sais pas moi ce qu'on pourrait mettre. On va mettre peut-être une jauge de mesure ultrasonore qui est dédiée. Voilà. Donc vous voyez, la création des différents desktops est vraiment assez simple, c'est assez ludique et ça va assez vite. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici parce que je ne vais pas avoir le temps, mais si vous voulez voir un petit peu comment on configure tout cela, je vais ici dans l'onglet Configuration. J'ai ici tout d'abord Input-Output, donc là je vais avoir toutes mes entrées-sorties, sur lequel je vais pouvoir assigner un capteur que j'aurai créé ici dans ma base de données. Et puis ensuite ici, vous voyez que je crée des machines. Alors ici, j'ai 1, 2, 3 machines. Je vais le réouvrir ici. Alors, 1, 2, 3 machines. Donc, pour rappel, j'ai celle-ci. J'ai
mon transformateur qui est là, et j'ai ici le petit banc que j'ai appelé moteur électrique, qui est là. Donc 1, 2 et 3. Une fois que je rentre dans une des machines, vous voyez que je peux configurer différentes choses, mais le plus important, c'est les points de mesure. Alors sur le point de mesure, je vais aller choisir le canal de mesure, et puis je vais aller décider les process que je veux faire dessus. Dans ce cas-ci, j'ai demandé à mon vigilant de me calculer un signal temporel ultrasonore, une enveloppe FFT et ce qu'on appelle un long waveform. Donc c'est une mesure temporelle de longue durée. Je crois qu'elle dure ici 60 secondes. Par process, vous voyez que je peux ensuite lui demander d'aller me calculer différents indicateurs de mesure. Ces indicateurs de mesure seront utilisés pour être mis ici dedans. Je ne suis pas obligé de demander au vigilant d'en calculer si ça ne m'intéresse pas. Si je vais sur ce point ici, ultrason, vous voyez que je retrouve l'image associée à cette machine. Et je peux également venir, si j'ai envie, déplacer l'endroit sur lequel j'ai demandé qu'il m'affiche le point de mesure. Voilà, donc ça c'est pour ultrason, pour ma machine moteur électrique, mais je fais ça pour toutes mes machines ici. Donc vous voyez ici, j'ai créé 4 points sur la machine qu'on appelle boring, qui est celle-ci. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4. Et je les retrouve ici dans ma configuration de mesure là, où je vais lui demander d'appliquer différents types de mesures et différents types d'analyse de mesure. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici sur la partie configuration, car ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est simplement de vous présenter un petit peu la philosophie du vigilant, ce qu'on peut en faire. Et voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le dire dans la fenêtre de chat. Je vous créerai un accès sur la connexion ici cloud, un accès invité, à partir duquel vous pourrez aller consulter tous ces desktops à votre aise et aller jouer un petit peu dedans pour voir à quoi ça ressemble. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Ça fait désormais 41 minutes que je parle, donc je vais revenir ici aux questions et je vais maintenant vous donner la parole. Alors, Patrice, est-ce que tu as vu Oui, alors dans le chat pendant ta présentation, il y avait une première question concernant la fixation sur les capteurs US aériens. Donc, je te laisse répondre ou tu veux y répondre. Donc, on peut mettre des supports comme ceci, là, ce qu'a montré effectivement Benoît. Donc, voilà, des supports mécaniques qu'il faut faire. Donc là, ça dépend des applications. Mais à partir de là, c'est ce que l'on vient, qu'on vient proposer. Alors, sur les mesures électriques, si ce sont des armoires comme ce qu'on voit ici dans le fond, suivant l'architecture interne de l'armoire, à savoir s'il y a un plastron ou pas, c'est même parfois plus simple de ne pas mettre de capteur à l'intérieur, mais de mettre un capteur magnétique à l'extérieur de l'armoire, directement ici sur la porte. Donc là, le mieux, c'est suivant le type d'armoire que l'on veut instrumenter, voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Et l'une ou l'autre solution peut très bien fonctionner parce qu'on détecte également des décharges partielles par contact. Monsieur Ruel, vous Oui. aviez une question, oui, concernant les traversées de cloison. Qu'est-ce que vous vouliez J'ai le cas particulier d'une armoire haute tension dont la peau extérieure est en inox, donc c'est pas facile magnétique et il faudrait une fixation un peu plus ferme. Donc je vois pas trop comment fixer votre capteur voilà, j'aimerais bien visser sur quelque chose ou à travers quelque chose. Peut-être le prendre dans un presse et tout. Bonjour Monsieur Ruel. Bonjour. Alors vous voyez ici, on propose des embases à coller tout simplement. Donc on met de la colle forte, on colle l'embase et puis on vient visser le capteur dessus. Ça c'est aussi une solution que l'on peut proposer. D'accord. Et ce capteur-là peut être utilisé pour la détection de décharge partielle.
aussi. Sur des armoires, oui, mais il est vraiment important de savoir l'architecture interne de l'armoire. J'ai déjà rencontré des armoires où on a vraiment un plastron de protection à l'intérieur qui vient en fait isoler l'armoire par l'intérieur et qui empêche le signal de venir exciter la paroi, si vous voulez. Donc, Oui, dans ce d'accord. type de situation, il vaut mieux plutôt, quand on a une maintenance, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens, ouvrir si possible l'armoire et venir plutôt avec ce type de support. C'est ce qu'il y a de mieux. D'autant plus que l'armoire fera caisse de résonance. Donc, si j'ai un défaut à l'intérieur et que j'ai ce type de capteur qui est également à l'intérieur, avec cette caisse de résonance, ça me donnera plus de chances d'observer le signal et de le détecter à temps. D'accord. Mais j'imagine que le capteur, il ne va pas trop résister à 24 000 volts ou au champ induit. C'est peut-être pas. Ouais. Il ne sera pas influencé par ça. Pas influencé. D'accord. Oui, Très bien. non, il n'y a aucun problème là-dessus. On fait D'accord. des contrôles jusqu'à 250 000 volts. Donc, il n'y a pas D'accord. Très bien. ce genre de souci. Vous Merci aviez beaucoup. posé également sur la partie tarifaire 1300 €. C'est des 8 voies de mesure, hein, le coût le vigilant. Hein, on D'accord. va Donc, les voies lentes ne sont pas comptées dessus. Mais par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est si c'est tes 1300 € le là, vigilant, le alors vigilant. voilà, c'est-à-dire que quand on parle par voie de mesure, c'est-à-dire est inclus par voie de mesure le coût du vigilant, le coût du capteur et le coût du câble. C'est un prix moyen, donc après, effectivement, c'est à redéfinir en fonction du type de capteur, de la longueur de câble et du boîtier, du coût du boîtier, bien évidemment. C'est un D'accord. ordre de grandeur. D'accord. J'avais cru comprendre que le vigilant avait différentes options, une version avec une voie de mesure, deux voies de mesure, etc. Oui, Mais Non, c'est pas le cas. oui, c'est 8 voies de mesure. Donc, ce qu'on appelle dynamique, en fin de compte, hein, c'est de prendre des spectres et des temporels. Ah, et donc, à partir de là, c'est ce que l'on a. Mais Et je les... rebondis Oui, tout de suite. Hein, vous pouvez bien prendre un vigilant avec une seule voie de mesure, mais ça va vous revenir un petit peu cher. Les 1300 €, c'est quand on prend la voie de mesure. Donc, dans une idée où j'ai acheté mes 8 capteurs, 8 câbles, le vigilant, plus le software à l'intérieur, le tout complet, divisé par 8, ça fait 1300 € la voie de mesure. d'accord. Oui, ok. Très bien. Et les entrées statiques, elles ne sont pas vraiment statiques. Ce n'est pas du tout ou rien. C'est des entrées de mesure à variation lente. C'est par là que vous rentrez la température. On peut mesurer des températures, des choses qui évoluent lentement. C'est ça ou pas? Tout à fait. La mesure statique, en fin de compte, c'est la valeur. Donc, c'est on vient post-traiter. En fin de compte, quand vous faites un dynamique, donc on vient après calculer l'énergie du signal de la mesure, donc que ce soit de l'ultrason, de la vibration, ou ça peut être de la température, si après on parle de process. Mais c'est D'accord. vraiment la valeur. Hein, ce qu'on appelle mesure statique, c'est la valeur. Donc, c'est un paramètre que l'on va suivre. Par exemple, la valeur RMS en mesure statique sur l'ultrason vous permet de voir la quantification des chocs et de voir l'évolution justement des dégradations de roulement. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur statique. Mais Donc, voilà, c'est la courbe les de quatre entrées tendance. statiques, c'est des entrées physiques. C'est une prise sur le vigilant ou... En fin de compte, c'est la mesure physique du capteur que vous allez récupérer. Donc, en fin de compte, quand vous avez votre architecture, vous avez votre capteur. Votre capteur, il va vous calculer soit un spectre, donc temporel et ou fréquentiel. Et à partir de là, donc, on vient calculer, après, on vient post-traiter la mesure statique, donc la valeur globale de la mesure. Je suis désolé, je Non, mais comprends pas bien. On voit des prises en façade que oui, sur le vigilant. Est-ce que vous pourriez me détailler les prises, que je comprenne bien où sont les 8, où sont les 4, Ok. si c'est Alors, attendez, si c'est 8 dont 4 ou si regardez, c'est... on va changer de. Voilà. Je reviens ici sur. Vous voyez la vidéo? Alors, oui, je vois la vidéo en haut, oui. Voilà, ici. Donc là, j'ai mes 8 entrées dynamiques. Donc, vibration et ultrason. Ça va jusque-là? Oui, Et là, d'accord, oui. Ok, ça, celle où il y a notamment 4 est-ce que BNC noirs, BNC verts, là, ouais, celle-ci.
Donc, celles-ci, ce sont des entrées statiques pour des D'accord. capteurs type température, vitesse de rotation. D'accord, d'accord. Donc, c'est bien 8 plus 4. Voilà, D'accord, c'est très bien. parce qu'en fin de compte, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un traitement vibratoire ou ultrasonore. Hmm. Donc, le vibratoire va vous gérer du dynamique, c'est-à-dire du temporel ou du fréquentiel. Oui. Et après, on vient post-traiter les valeurs statiques, donc les valeurs globales des mesures. Donc, ça, c'est pour la partie ultrasonore et vibratoire. Donc, Oui. sur les 8 entrées. Et ensuite, on peut faire du mesure, on va dire process, paramètres, etc. Donc, qui sont à côté et qui ont d'autres caractéristiques. D'accord. Et ces entrées process paramètres numéro de T1 à 4 sur l'image qu'on voit, Oui. elles aussi, elles peuvent avoir des analyses de tendance, des seuils, etc. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord, Tout à fait. très bien. Bien compris. Donc, pour que ce soit bien clair, donc vous voyez ici, j'ai par exemple 8 entrées dynamiques. Et par entrée, si je reprends mon petit moteur électrique, là, vous voyez que j'ai décidé d'assigner une mesure ultrasonore à l'un des points. Et de là, il me calcule un temporel duquel il va m'extraire également une RMS que je peux ensuite ici traiter au sein d'un même plan de travail. Donc j'ai à la fois des valeurs RMS ici pour faire de la tendance, mais j'ai à la fois aussi mon dynamique. C'est la même entrée, si vous voulez. Oui, d'accord. Alors, je vois qu'il y a une question de Monsieur Baloche. Ne multipliez-vous pas les problèmes de fausses alertes? Alors, la multiplication des problèmes de fausses alertes sont liés plutôt au paramétrage des alarmes. Donc, il est toujours conseillé d'installer d'abord une solution, d'avoir un temps d'observation pour voir un petit peu comment la machine se comporte sur une durée de temps. Et une fois qu'on a un retour suffisant, c'est ensuite de venir mettre, comme vous voyez ici, là j'ai 3 niveaux d'alarme pour, comme vous le dites, l'idée c'est de gagner du temps et pas d'être chaque fois dérangé pour des fausses alarmes. Donc, Et vous avez des abacs sur ces alarmes que vous donnez? Est-ce que l'on a, pardon? Des abacs qui sont fournis ou comment votre client, enfin comment nous on peut s'aider du système? Oui, il y a la norme ISO 18000, je ne sais pas combien. En ultrason, non, il n'y en a pas. Alors pourquoi? Parce que la mesure ultrasonore mesure à un point précis. Donc, si je reprends ma webcam, je ne sais pas si c'est le cas ici, oui. Donc, si je prends mon Je vous ai capteur... pas entendu, excusez-moi, vous pouvez répéter votre dernière phrase? Oui, alors il n'existe pas d'abac en ultrason. D'accord. Simplement parce que chaque machine est unique et à moins qu'elle ne tourne à la même vitesse avec la même charge constamment, bah, c'est difficile d'avoir des abacs de mesure. Mon capteur que je mets ici, l'ultrason est un signal de faible énergie. Et donc, si je le déplace et que je le mets à cet endroit-ci, j'aurai une valeur de mesure différente parce que le niveau de friction sera différent à cet endroit-là. Bien En sûr. vibration, on a des En abacs vibration, vous avez un peu le même phénomène aussi. un petit peu moins quand même. Là, Patrice peut peut-être en dire un Oui, peu plus. alors, juste pour rebondir un petit peu là-dessus, donc on a aussi, donc par nos années d'expérience, donc on a plusieurs critères. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde, quand on vient faire une mise, enfin une surveillance sur une machine tournante, donc ça fait partie de la formation, on vient regarder que sur les spectres temporels et fréquentiels, on n'est pas de choc en particulier. Et donc, à partir de là, on peut établir une base d'alarme. Donc, notre retour d'expérience, on a deux critères. Donc, sur la valeur RMS que l'on voit ici. Donc, quand on a une évolution à peu près, mais ça, c'est notre retour d'expérience d'une trentaine d'années de mesures sur site, on s'aperçoit que sur la valeur RMS, lorsqu'on a une évolution de plus 6 dB, on commence à avoir un peu de friction. De plus 8 à plus 10 dB par rapport à la valeur initiale, on commence à avoir des chocs, et plus 16 à plus 20 dB. Toujours sur la valeur RMS, on commence, enfin le roulement est détruit. Donc ça, c'est un premier paramètre que l'on vient regarder et c'est les premiers seuils d'alarme que l'on vient traiter. Ensuite, il y a un deuxième critère que l'on vient regarder, c'est le facteur crête. Donc, c'est une comparaison entre la valeur RMS et la valeur pic. Et donc, le facteur crête, lorsque
Là aussi, il faut être assez prudent, il faut de l'initialisation au début, mais lorsqu'on commence à dépasser des valeurs de l'ordre de 10 ou supérieures à 10 sur le facteur CRED, c'est qu'on commence à avoir un certain nombre de chocs qui arrivent au niveau du roulement. Donc, comme le disait Benoît fort justement, hein, il faut réadapter, hein, c'est comme une valeur vibratoire. Hein, si vous avez l'habitude d'utiliser en vitesse vibratoire en millimètres secondes la norme ISO en fonction des classes, eh bien, il y a toujours des contre-exemples. Hein, donc, il faut regarder, il faut faire des premières mesures. On peut avoir une vibration assez élevée par rapport à la norme, alors que la machine se comporte très bien, mais on peut avoir des résonances de structure qui vont faire que derrière, on va avoir des vibrations un peu plus importantes et qui vont être hors cadre de la norme ISO. D'accord. Donc, Donc, vous laissez tout ça, en fait, à c'est ce que l'on fait. l'expertise du client. Tout à fait. Donc là, ça fait partie aussi, hein, quand on fait un système de surveillance online, donc on propose une formation du produit et on fait une initialisation, on fait une réception de machine où on vient l'analyser dans un premier temps et on vient regarder et après, on réajuste les seuils en fonction des premières mesures que l'on fait. Et c'est inclus dans les 1 300 €? Non, c'est un plus. C'est comme D'accord. de l'installation. Après, on vous facture en fonction des projets qu'il y a à faire, du nombre de capteurs, d'instrumentation, du temps à y passer. Là, on est en train de faire une installation sur une papeterie, effectivement, où il y a 120 capteurs. Et là, je suis en train de faire une autre installation sur 4 capteurs. Ben, on ne va pas y passer le même temps. Donc, c'est en fonction d'eux. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, je viens de vous envoyer un lien dans le chat par lequel vous pourrez vous connecter au Vigilant que j'ai ici sur mon bureau. Et j'ai créé un username et un password. Comme ça, vous pourrez aller, si vous voulez, un petit peu voir par vous-même à quoi ça ressemble. Merci. Voilà. On arrive ici au bout de 55 minutes. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais peut-être rendre la parole à Marc, s'il a encore quelque chose à ajouter. Ah, parfait, non, mais ça permet d'en savoir un petit peu plus et donc c'est très, très réactif par rapport aux questions. Le principal, c'est que tout le monde puisse avoir les réponses aux questions posées. Sachez que de toute façon, donc c'est un enregistrement que vous retrouverez. Donc, on vous fera parvenir un lien qui vous permettra de pouvoir revisionner, si vous le souhaitez, ce webinaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, pardon, via le commercial d'Istram, ou sinon, on peut dans le mail avec le lien, on mettra les coordonnées de l'Istram afin que si vous avez des questions techniques ou voir si vous souhaitez éventuellement une démonstration, n'hésitez pas. On est à votre disposition. Très bien. Eh bien, je vous remercie tous pour votre temps ce matin. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente journée et une bonne fin de semaine. Voilà. Merci.